Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui avec vous, Gavin Clemente-Ruiz, notre globe-trotteur de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé, on remonte à la fin du XXe siècle en Corée du Nord, à la découverte d'une dictature qui n'a pas l'habitude de faire dans la demi-mesure. La preuve, s'il en fallait une, avec ce stade du 1er mai construit en 1989 à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Exactement Stéphane, ce stade du 1er mai, c'est un peu la réponse énervée de la dictature de Corée du Nord, vexée parce que son ennemi juré, la Corée du Sud, s'est vu attribuer l'organisation des Jeux Olympiques d'été à Séoul en 1988. Alors, en guise de réponse, la Corée du Nord s'est mise à construire tout plein d'infrastructures, toutes plus gigantesques les unes que les autres, et c'est comme ça qu'est sorti de terre le stade du 1er mai. 1er mai, j'imagine, c'est en hommage à la fête du travail. Oui, aussi parce que tout simplement c'était son jour d'inauguration. On va pas chercher loin dans les dictatures. Et il faut dire que les symboles dans les dictatures en général et en Corée du Nord en particulier, ça compte énormément. Et de ce côté-là, on est assez gâté avec ce stade. Alors déjà, le stade du 1er mai de Pyongyang, il est tout simplement le plus grand du monde aujourd'hui encore. Alors imaginez, il peut accueillir 150 000 personnes. À ce titre de comparaison, devinez autour de cette table combien de spectateurs le Stade de France peut accueillir. 80 000, 80 000, 80 000. 80 000, moi je dis 80 000. 100 000 Non, 80 000. 80 000. Parfait. J'aime le foot. Ouais, vous aimez les quiz, hein. Et il y a 49 000 pour le Parc des Princes aussi, pour vous donner un petit ordre de comparaison. Ça vous donne une idée aussi du gigantisme de cette construction et de cette course à l'échalote dans laquelle s'est lancé le régime totalitaire de Pyongyang après cette annonce d'attribuer les JO à Séoul en 1988. À part la grandeur, ce stade, qu'est-ce qu'il a de plus ? C'est son architecture. Alors, les tribunes sont surmontées de 16 arches. Les plus critiques vis-à-vis de l'architecture nord-coréenne diront que ça ressemble à 16 parachutes quand on les voit de loin. Les fans de l'architecture nord-coréenne, parce que ça doit certainement exister, ils voient plutôt une immense fleur de magnolia. Ah oui, pourquoi le magnolia ? C'est tout simplement la fleur nationale nord-coréenne. Ah, je savais pas. Dommage, une si belle fleur pour une dictature. Mais qu'est-ce qu'on y voit dans ce stade ? Il y a des matchs de foot, des concerts. Là encore, le régime, Stéphane, le régime totalitaire ne fait pas les choses à moitié. Le jour de l'inauguration, c'est un show à la coréenne, très policé, très coloré, à la gloire du dirigeant qui a été présenté. Tout ça sous couvert de fête de la jeunesse, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. De quoi rappeler aussi les rassemblements de la jeunesse hitlérienne en Allemagne nazie, hein, quand on voit les images. C'est un vrai outil de propagande. Et le plus souvent, en effet, on y organise aussi des compétitions sportives de gym, de taekwondo. Et à chaque fois, le show est presque plus impressionnant dans les gradins plutôt que sur la piste. Pourquoi ? En fait, tout est très quadrillé. C'est une organisation au cordeau. On est dans une dictature, n'oublions pas. L'ordre doit régner. Dans ce cadre-là, chacun des 150 000 spectateurs de ce stade du 1er mai à Pyongyang se voit remettre un petit livret qui comporte plusieurs pages colorées. Et à des moments précis, comme dans un ballet, les spectateurs tournent les pages pour former une image mouvante. C'est un peu comme si chaque personnage, chaque personne dans le stade devenait un pixel vivant, si je devais un peu résumer. Bon, bien sûr, souvent c'est le visage... Celui qui se trompe, il est exécuté. N'exagérons rien, mais presque. Mais bien souvent, quand on regarde ces images de ces petites pages qui se tournent, c'est le visage de Kim Jong-un qui apparaît, bien sûr, ou alors c'est le portrait, vous savez, d'un petit papy bien souriant qui tient une jeune fille encore plus souriante avec un petit drapeau de la Corée du Nord dans ses bras et dans ses mains. Ça sent la propagande à plein nez, mais l'idée, c'est bien de montrer que le collectif domine sur l'individualisme. Mais on n'y voit que du sport dans le plus grand stade du monde ? Eh bien non, c'est aussi une vitrine diplomatique pour montrer au monde la puissance nord-coréenne. Parfois, le stade devient une vraie arène politique. Les dirigeants sud-coréens y ont été conviés pour des rencontres très médiatisées. On a même vu à l'époque où Bill Clinton dirigeait les États-Unis, Madeleine Albright, qui était alors secrétaire d'État américaine, venir rencontrer le dirigeant nord-coréen en plein milieu de ce stade du 1er mai. Toujours prenant soin de montrer la puissance nord-coréenne par le nombre et la rigueur de l'encadrement, soit toutes les marques, en quelque sorte, de la dictature. Eh bien, merci beaucoup, Gavin, pour cette visite du plus grand stade au monde, construit en Corée du Nord
un vrai outil à la solde de la dictature en place dans ce pays d'Asie. Mes aïeux, vous y êtes allé déjà? Non, je ne suis jamais allé en Corée du Nord. Jamais? Non. Cela dit, Je n'ai c'est pas mieux pour très vous. envie Parce Vous que n'avez pas le sens de la fête. Non, j'ai pas de chance de la fête. il risque de vous garder. Je suis pas très coordonné pour tourner les pages de mon petit livret, vous savez. En tout cas, merci beaucoup, Gavin. Mes aïeux, quelle époque. Et dans un instant, c'est le début de la fin, ou le début tout court, puisqu'avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et son appli Shazam.